Et maintenant, j'invite Votre Excellence, Madame Emmanuelle Lamoureux, ambassadrice du Canada au Liban, pour la conférence plénière. Monsieur le recteur, Monsieur le directeur du RCMME, Monsieur Sabourin, Monsieur le rapporteur spécial, Excellences, chers collègues, étudiants, Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour la tenue de cette conférence sur la liberté de religion, de conviction, la diversité et l'inclusion. Permettez-moi tout d'abord de remercier le Centre de recherche sur les minorités du Moyen-Orient, le RCMME, et l'Université Saint-Esprit de Kaslik pour leur accueil chaleureux aujourd'hui et pour leurs efforts constants pour faire de ce campus un lieu d'inclusion, un lieu de diversité, de pluralisme, où on discute les questions brûlantes de notre actualité. Je veux aussi souhaiter la bienvenue parmi nous à Dr Sami Aoun, que plusieurs d'entre vous connaissez. Il est professeur titulaire à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, mais surtout c'est un acteur actif et constant des débats et des discussions sur ces enjeux très importants. Donc nous voulons aujourd'hui partager un message d'inclusion, de diversité, de tolérance et d'ouverture, alors que les tendances mondiales semblent indiquer de plus en plus une diminution du respect de la différence et des effets positifs de la diversité. Dans un monde où les mouvements de population s'accélèrent et où nous sommes donc de plus en plus confrontés à l'autre, le Canada est dans une position particulière et je dirais enviable en ce sens où, en raison de notre histoire, de notre géographie, de notre économie, non seulement nous recevons, nous accueillons l'autre, mais nous avons besoin de l'autre. Nous avons besoin de l'autre, et notamment des migrants, parce que, d'une part, notre pays est grand, notre économie a besoin de main-d'œuvre, et nous avons donc le loisir, je dirais, le luxe d'être en mesure d'intégrer des gens venant de tous horizons dans notre société et dans notre pays. Un Canadien sur 5 est né à l'extérieur du Canada. Ce qui fait que la question, ce n'est pas vivre avec l'autre, la question, c'est plutôt à quelle vitesse sommes-nous en mesure d'inclure l'autre dans le nous, afin de créer une société qui soit cohésive et qui fonctionne bien, finalement. Certains des interlocuteurs qui m'ont précédé ont fait référence aux tristes événements de Christchurch, qui ont contribué à un discours public, ou qui sont fondés, disons, dans un discours public qui trop souvent perpétue la peur de l'autre au sein de la société. Ces événements ont eu un écho particulier au Canada, parce que nous avons eu, nous aussi, un drame semblable qui s'est déroulé à Québec, ma ville natale, où une personne est entrée dans un centre culturel islamique et a abattu 6 personnes. C'était il y a 2 ans. Donc, à la suite de ces événements qui ont touché de près les Canadiens, le premier ministre a prononcé à la Chambre des communes cette semaine un discours où il interpellait particulièrement notre leadership politique au Canada, mais aussi le leadership politique mondial. Et permettez-moi de le citer. Le problème, ce n'est pas seulement que les politiciens ne dénoncent pas assez cette haine, c'est que dans bien des cas, ils courtisent ceux qui tiennent des propos haineux. J'aimerais dire ceci aux politiciens et aux leaders du monde: la politique tendancieuse, la facilité avec laquelle certains choisissent de s'approprier des idées extrémistes, il faut que cela arrête. Ce n'est pas seulement que des gens meurent, c'est que des gens sont tués. La liberté de religion, fin de la citation. La liberté de religion ou de conviction est un droit universel consacré dans les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de la personne, et notamment à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de la personne, ou
comme on dit chez nous, ou comme on dit des droits de l'homme aux Nations Unies. Excusez-moi, on n'est pas encore très loin de la Journée internationale de la femme. Donc, la liberté de religion ou de conviction habilite les femmes et les hommes, et en particulier les membres de groupes vulnérables, à décider de ce qu'ils croient en eux-mêmes, à remettre en question aussi les croyances religieuses, ainsi que les pratiques et les structures de pouvoir traditionnelles. C'est une composante importante des sociétés pacifiques, de sociétés démocratiques et inclusives. Et la réprimer peut miner ces valeurs et engendrer l'extrémisme et la radicalisation. La liberté de religion ou de conviction est aussi une liberté fondamentale qui sous-tend plusieurs autres droits de la personne. Même si plusieurs conflits trouvent leur origine dans les violations de l'article 18, ou même sont exacerbés par ces violations viennent rarement seules. On parle souvent de double ou de triple discrimination. On est à la fois membre d'une minorité religieuse, mais on est aussi femme, ou on est membre d'une minorité sexuelle, ou on est membre d'une minorité ethnique. Ainsi, les minorités religieuses en Syrie et en Irak ont été persécutées par Daesh en raison de leur religion, par exemple la communauté yézidi à Sinjar, mais ils ont aussi subi de nombreuses atteintes graves à leurs autres droits. Idem de la minorité Rohingya au Myanmar, qui est persécutée en raison de sa religion musulmane dans un pays à majorité bouddhiste, mais qui fait également face à des violations de plusieurs autres droits. Malheureusement, ce sont les membres des communautés minoritaires et d'autres personnes et groupes en situation vulnérable, comme les femmes et les minorités sexuelles ou ethniques, qui sont souvent affectés de manière disproportionnée par les restrictions de la liberté de religion ou de conviction. D'ailleurs, le Canada a condamné ces violations flagrantes des droits de la personne, y compris les crimes contre l'humanité et le nettoyage ethnique. En tant que société multiculturelle, multiconfessionnelle et multiethnique, comprenant une communauté et un patrimoine autochtone dynamique, une dualité linguistique et une longue histoire en matière d'immigration et d'intégration, le Canada cherche activement des occasions de partager les leçons que nous avons apprises, mais aussi de continuer à apprendre avec d'autres. L'expérience canadienne démontre que la protection et la promotion des droits de la personne, du respect et de la compréhension mutuelle, de l'égalité entre personnes de religion, de conviction et de cultures différentes peut rendre les sociétés plus résilientes et contribuer à la stabilité et à la croissance économique aussi. L'avancement de milieux inclusifs et la célébration de la diversité en accueillant ceux de milieux divers aident dans la promotion de l'unité sociale et de l'engagement intercommunal constructif. L'approche canadienne pour promouvoir la liberté de religion ou de conviction consiste à défendre les communautés religieuses persécutées, à lutter contre la haine religieuse, la discrimination et la xénophobie, et à promouvoir un plus grand respect, une meilleure compréhension par le dialogue interconfessionnel et interculturel. Évidemment, le Canada n'est pas parfait. Je ne vous apprends rien. La discrimination et la haine existent toujours dans notre société. J'ai fait référence aux malheureux incidents du centre culturel islamique. Nous devons continuer à travailler sans relâche pour prévenir la discrimination et tout acte haineux ou violent ciblant les membres de communautés religieuses ou de conviction. Nous sommes donc engagés à travailler avec d'autres gouvernements, organisations multilatérales et non gouvernementales pour inciter l'inclusion à l'échelle internationale en faisant la promotion des avantages de la diversité et en créant un espace de discussion et d'apprentissage sur ces questions. Les Canadiens apprécient tout particulièrement le caractère pluraliste de leur pays parce qu'il leur permet d'exprimer les nombreuses façons uniques d'être Canadiens. Le Liban, comme le Canada, a une longue tradition de vivre ensemble. La réflexion lors de ce colloque, à la fois politique et juridique, portera sur l'historique de la diversité religieuse, le devoir de mémoire et les périples qui ont façonné la tradition du vivre ensemble dans nos pays respectifs, tant au Canada qu'au Liban et que dans d'autres pays de la région. Et donc, pour conclure, en reprenant les mots du premier ministre Trudeau cette semaine, j'invite les pays aux vues similaires à appuyer le Canada dans ce combat. Nous devons tous, musulmans, chrétiens, juifs, noirs, blancs, la liste pourrait être plus longue encore, lutter contre la haine comme une seule équipe. Une équipe qui refuse d'accepter la haine comme la nouvelle norme et qui est lasse d'offrir ses pensées et ses prières.
Je vous laisse et je vous souhaite une excellente conférence. Merci à l'Université du Saint-Esprit de Kaslik, le Centre de recherche sur les minorités au Moyen-Orient, le groupe de recherche droit, religion et société de l'Université de Sherbrooke, ainsi que l'ambassade du Canada, évidemment, et vous tous, pour l'honneur et le privilège de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du premier centenaire de l'État du Grand Liban. Je dois vous dire que me rendre ici n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que je vis à Hong Kong et que j'ai dû d'abord me rendre à Genève pour présenter 2 rapports au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, faire un saut de 24 heures à Yaoundé, au Cameroun, manquer une correspondance à Istanbul pour finalement arriver à Beyrouth. Vous l'aurez deviné, je suis non seulement heureux d'être là, mais surtout soulagé et ravi aussi d'être enfin sous le beau soleil du Liban et bien entendu de pouvoir goûter à la fameuse gastronomie libanaise. Vous l'avez aussi deviné par mon accent, je suis Canadien d'origine, mais aussi Australien par citoyenneté, francophone mais non québécois. Il y a un prix pour celles et ceux qui auront deviné d'où je viens, d'où sont mes origines. Mesdames, Messieurs, dans un premier temps, j'aimerais décrire les principaux éléments de mon mandat en tant que rapporteur spécial des Nations Unies pour les questions relatives aux minorités et dans un deuxième temps, dresser un tableau assez bref quand même, de l'évolution du concept des droits humains des minorités au niveau international. Pour terminer, j'aimerais faire le lien entre le respect des droits humains des minorités et la recherche de la paix et de la stabilité qui est au centre non seulement de la mission des Nations Unies, mais aussi en quelque sorte de l'anniversaire de ce centenaire que vous célébrez. Mesdames et Messieurs, mon mandat de rapporteur spécial a été créé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et c'en est un d'experts indépendants qui doit traiter des questions portant sur les droits humains, encore une fois des minorités que j'ai mentionnées, mais minorités tout de même limitées en ce sens qu'il s'agit de minorités religieuses, ethniques ou linguistiques. Il est peut-être utile de signaler que ce mandat n'a pas été créé dans un vacuum, en ce sens qu'il est le résultat des inquiétudes très répandues aux Nations Unies dans les années 90 en particulier, inquiétudes liées à la montée de conflits dits ethniques dans différentes parties du monde, y compris lors de l'implosion de l'ancienne Yougoslavie et de la reconnaissance du besoin pour la communauté internationale de se munir d'outils pour répondre mieux aux revendications, entre autres, des communautés minoritaires, afin de mieux assurer la paix et la stabilité mondiale, entre autres. Mon mandat, en quelque sorte, s'inscrit à ce lien étroit, un lien étroit et essentiel entre les droits humains et la paix, comme le proclame d'ailleurs la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son tout premier paragraphe préambulaire. Et je cite, « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Fin de la citation. Les questions des droits humains des minorités est au centre de mon mandat et sont ainsi l'un des fondements même de l'intention fort noble qui est exprimée ici, de la recherche de la justice et de la paix dans le monde. Même s'il faut l'admettre, on ne réussit pas assez souvent. Le mandat de rapporteur spécial comporte plusieurs éléments que vous voyez ici. Je ne vais pas trop en parler, mais il s'agit à la fois d'un mandat d'expert indépendant, mais aussi, en quelque sorte, d'enquêteur, si on veut, en ce sens qu'il est de ma responsabilité, de mon mandat, de voir jusqu'à quel point les États, les gouvernements, les pays finalement, respectent et mettent en œuvre les droits humains
des minorités tels que reconnus aux Nations Unies dans les traités pour les droits de l'homme qui ont été reconnus par un très grand nombre de pays, évidemment. On peut, en quelque sorte, diviser mon rôle en deux parties bien distinctes. Je suis à la fois un expert indépendant, non rémunéré, en passant, et pour les questions relatives aux minorités, et en même temps, je suis ce qui est connu comme un mécanisme, une procédure spéciale des Nations Unies par lequel il est possible pour des personnes ou des groupes de soumettre ce que nous appelons des lettres d'allégation, c'est-à-dire des indications, des suggestions de non-respect des droits humains des minorités que nous pouvons par la suite, sous forme de ce que nous appelons des communications, adresser les États pour une réplique et par la suite y répondre. En tant qu'expert indépendant, en tant que procédure spéciale, j'ai une flexibilité, une souplesse qui ne se retrouve pas, la plupart du temps, dans les autres mécanismes des Nations Unies. Ce n'est pas un traité. Un traité, en quelque sorte, est très rigide. S'il y a un mécanisme pour sa mise en œuvre, c'est souvent très exigeant, assez rigide. Dans le cas des procédures spéciales, en tant qu'expert indépendant et rapporteur spécial, nous pouvons intervenir très rapidement, de manière assez souple. Même si nos conclusions ou les recommandations qu'on peut émettre, si on en émet, c'est vrai que ce n'est pas contraignant. Sauf que, quelquefois, ça fonctionne. J'ai peut-être l'air un peu surpris, mais bon, ça réussit, en quelque sorte, en quelques occasions. Et j'aimerais en partager avec vous des exemples. Parce qu'on n'en parle pas assez souvent, à mon avis. Au Nigeria, par exemple, il y a moins de 2 ans, c'est l'intervention de moi-même et de quelques autres rapporteurs spéciaux qui a permis de rappeler, ou qui a rappelé au gouvernement national qu'il fallait intervenir lorsque certains groupes dans ce pays, dans une partie de ce pays, ont commencé à appeler à l'extermination, au génocide finalement, d'une minorité Yoruba, y compris, et ça peut surprendre, parce qu'il n'y a pas de ça très longtemps, y compris par l'intermédiaire de la diffusion par les radios communautaires d'une chanson invitant au massacre de soi-disant insectes indésirables que constituaient les hommes, femmes et enfants de cette minorité. Après notre communication, après notre approche auprès du gouvernement, des mesures ont été entamées et les appels au génocide ont cessé. C'est aussi après mon intervention et celle de quelques collègues des procédures spéciales que le gouvernement ukrainien a aussi poursuivi un des responsables du meurtre d'un membre de la minorité rome, l'une des minorités les plus vulnérables en Europe. Ça s'est produit l'an dernier, alors qu'auparavant, ce meurtre qui ciblait clairement des membres de la minorité était demeuré impuni. L'autre fonction de mon mandat comme rapporteur spécial, c'est celui d'expert, comme je l'ai mentionné, d'expert qui accomplit un travail thématique, plus précisément de clarifier la nature et l'étendue des droits humains des minorités, ainsi que d'aider les gouvernements, les États, à mieux comprendre et mettre en œuvre leurs obligations en droit international. Ainsi, immédiatement après mon élection en 2017, j'ai présenté à l'Assemblée générale des Nations unies à New York ces 4 priorités thématiques, c'est-à-dire l'apatridie, l'éducation et les langues minoritaires, la propagande haineuse contre les minorités, surtout dans les médias sociaux, et la prévention de conflits ethniques. J'aimerais dire quelques mots au sujet de l'apatridie, parce que ça signale l'importance d'un rapporteur de ce mécanisme pour clarifier certaines questions. Au niveau de l'apatridie, il y aurait officiellement à peu près 10 millions de personnes au monde qui seraient apatrides, c'est-à-dire sans citoyenneté. C'est un problème très sérieux, comme certains d'entre vous le savez, parce que lorsqu'on n'est pas citoyen d'un pays, on n'a pas la protection d'un État. Et souvent, on n'a pas accès aux services et même à certains droits les plus fondamentaux,
Dans certains pays, on ne peut pas se marier si on n'a pas des documents d'identité ou la citoyenneté d'un pays. Imaginez, l'accès à l'éducation peut être fermé parce qu'on ne peut pas démontrer qu'on est citoyen, qu'on n'a pas la permission finalement d'être en place. Ce qui est souvent oublié ou mal connu et que dans le cadre de ce thème prioritaire de mon mandat, c'est qu'à travers le monde, plus de 3/4 des apatrides sont membres de minorités. L'apatridie n'est pas neutre. L'apatridie en Europe, en Asie, en Afrique et dans les Amériques, elle affecte surtout, et même presque, je ne dirais pas exclusivement, mais clairement, ce sont les minorités ou certaines minorités spécifiques qui sont ciblées. En Asie, la communauté qui est la plus affectée par l'apatridie, ce sont les Rohingyas du Myanmar, qui sont à peu près 1 million. Dans les Amériques, ce sont en fait les membres de la minorité d'origine haïtienne en République dominicaine, dans les centaines de milliers. Et en Europe aussi, ce sont les russophones, les membres de la minorité russe dans les pays baltes, qui sont, et de loin, la plus grande minorité au monde, la plus grande minorité en Europe. Et même aujourd'hui, il est possible qu'en 2019, le nombre d'apatrides à travers le monde augmente jusqu'à 4 millions de personnes additionnelles, parce qu'il y a en ce moment même un processus dans l'État d'Assam, en Inde, qui pourrait mener à ce que, comme j'ai dit, 4 millions de personnes additionnelles, surtout de la minorité bengale musulmane de cette région, qui soient déclarées non citoyens. L'apatridie, mesdames et messieurs, c'est surtout une question de minorité à travers le monde. Minorités qui ne sont pas accidentellement affectées par ce problème, ce défi, mais qui sont effectivement ciblées par certaines politiques, préférences aux lois d'un État. Mesdames, Messieurs, pour ce qui est en quoi au juste consistent ces droits humains des minorités, il y a souvent certains malentendus, certaines confusions même. Et là, d'où là l'importance de l'une de mes fonctions en tant que rapporteur spécial, de chercher à clarifier ces malentendus ou cette confusion. Par exemple, les droits humains des minorités. Certains y voient une exception aux droits humains universels et individuels traditionnels. D'autres encore croient y voir une dangereuse dérive identitaire ou communautaire. Même le mot minorité, ça a l'air très simple, hein? Sauf que il y a toutes sortes d'approches et de malentendus, ou même une certaine résistance quelquefois, lorsqu'on utilise au niveau international le mot minorité. Il y a quelquefois même, en quelque sorte, une hostilité. Mon mandat, et donc mon défi en quelque sorte, c'est de clarifier ce qu'il en est. Prenez justement ce terme, minorité. Il est vrai que dans différents pays, différents contextes, ce concept aura différentes significations. Au Canada, par exemple, on peut parler de la minorité francophone du pays, et quelquefois, on va parler de la minorité anglophone au Québec. Dans d'autres pays, eh bien, la position officielle, c'est que tous les citoyens sont égaux, et donc, il ne peut y avoir de domination d'un groupe ou d'individus par rapport à d'autres, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de minorité. Dans d'autres pays, on affirme que seuls les groupes reconnus officiellement comme ayant le statut de minorité par le gouvernement peuvent être considérés comme minorités. Donc, si vous n'êtes pas un groupe officiel, vous ne pouvez pas être une minorité, même si vous êtes là, on le sait, mais officiellement, non. Chaque société, donc, chaque pays aura son approche, sa conception et sa définition. Et nous, aux Nations Unies, sans intervenir directement dans ces différentes approches nationales, étroitement liées évidemment à l'histoire et au contexte particulier de chacun, il est bon de rappeler que à la plupart de ces gouvernements, à certains de ces gouvernements, qu'ils ont accepté tout de même de se soumettre aux droits humains internationaux,
en ratifiant les traités pour les droits de l'homme. Et on résulte donc en droit international, sans que l'on touche directement aux concepts qui existent dans certains pays. Il existe néanmoins qu'en droit international, il y a certains droits humains, tous les droits humains que les gouvernements doivent respecter, y compris les droits humains des minorités. Ainsi, quel que soit le concept de minorité nationale, ou même le rejet de ce concept dans certains pays, chaque État doit aussi respecter les droits humains auxquels il s'est engagé. Et cela veut dire, par rapport aux droits que le droit international attribue aux minorités, qu'il est reconnu tel qu'il est reconnu dans le système onusien. Alors, c'est quoi la définition de minorité aux Nations Unies? Nous n'en avons pas une exactement, il faut l'admettre. Toutefois, il y a depuis quelques décennies une jurisprudence du Comité des droits de l'homme dont le mandat comprend l'interprétation d'une disposition qui parle justement de minorité. Le Pacte international des droits civils et politiques mentionne minorité et ce concept a été interprété par le Comité des droits de l'homme depuis quelques décennies. Et d'ailleurs, je vais clarifier ce concept de la façon qu'il a été interprété par le comité dans mon prochain rapport devant l'Assemblée générale des Nations unies à Genève vers la fin de l'année. À New York, pardon, à la fin de l'année. Donc, comme je vais clarifier le concept dans mon rapport à l'Assemblée générale un peu plus tard, je ne peux évidemment pas le partager avec vous. Sauf que, peut-être que je vais vous donner certains indices. Il s'agit d'un concept objectif, mettant en cause un critère numérique au niveau national par rapport à la langue, la religion ou la culture, sans référence à des concepts plutôt subjectifs de domination, d'inégalité, de loyauté ou même de mérite. Donc, un critère objectif à l'échelle nationale, en se limitant, effectivement, parce que c'est la limite dans le cadre de mon mandat également, et de la disposition de traité, à la question de minorité ou de la langue, la culture ou la religion, pour déterminer ce qui est une minorité. Éminence, Excellence, distingués invités. Quant à l'évolution des droits des minorités en droit international, d'une façon, j'en ai déjà parlé, en répétant qu'il s'agit, au niveau international, de droits humains. Et les droits humains sont particulièrement importants, vu la vulnérabilité des minorités dans bien des pays, dans bien trop de pays, en fait. Comme on le voit aussi avec la montée de l'intolérance, mais aussi de la violence contre des minorités. Comme on vient de le voir en Nouvelle-Zélande, mais comme aussi on le voit quotidiennement dans les médias sociaux. Et là, je dois vous dire qu'il y a un danger. Il y a un danger parce que cette montée de l'intolérance dans les médias sociaux est en train de rendre normale non seulement l'intolérance, mais la haine. Il y a des appels à la violence par les médias sociaux qui risquent de mener à des atrocités dans plusieurs pays à travers le monde. Je dis risque de mener, en fait, qui déjà mènent à des atrocités, à des attaques continuelles. Il y a des études qui le démontrent en ce moment, qu'il y a vraiment un danger, parce que non seulement cette haine, cette intolérance cible-t-elle les minorités, je crois qu'elle affaiblisse aussi le respect, la reconnaissance des droits humains. Il y a un danger pour nous tous qu'il va falloir, je crois, qu'on regarde de plus près. D'ailleurs, d'où l'importance de la question de la propagande haineuse, qui est une priorité thématique de mon mandat. Parmi les droits humains des minorités, il est très clair que ça inclut, en fait, toute une panoplie, toute une palette de droits humains. On a peut-être eu tendance à croire que les droits des minorités, c'est une catégorie exceptionnelle, c'est quelque chose à part des autres droits humains traditionnels. C'est tout à fait faux. Tout à fait faux, et je vais vous donner un exemple, je crois qu'il démontre bien, que lorsqu'on parle de droits humains des minorités, on parle de droits qui sont ancrés solidement dans la palette des droits humains les plus pertinents.
Dans le domaine, par exemple, de la religion, des minorités religieuses, sans exception, lorsque nous avons affaire à la protection des minorités religieuses partout dans le monde, invariablement, les droits les plus pertinents, je dirais même les plus efficaces pour les minorités religieuses, demeurent la liberté de religion, l'interdiction de la discrimination fondée sur la religion. Et donc, lorsqu'on parle de droits des minorités, lorsqu'il s'agit de minorités religieuses, nous parlons surtout aux Nations Unies de la liberté de religion et de la discrimination fondée sur la religion. Ce sont des droits humains, ce sont des droits individuels. Ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas une série, une nouvelle catégorie de droits collectifs ou même de droits communautaires. Ainsi, dans le cadre de mon mandat, en tant que rapporteur spécial pour les questions relatives aux minorités, la promotion et la protection des minorités passent d'abord et avant tout par leurs droits humains que nous reconnaissons en droit international et qui, malheureusement, ne sont peut-être pas toujours bien compris ou connus. De plus, même s'il s'agit de droits individuels, ceux-ci peuvent aussi souvent permettre qu'on tienne compte des intérêts collectifs des communautés qui sont affectées. Et de plus, la protection efficace des droits humains des minorités peut favoriser la mise en œuvre de mesures collectives, comme peut-être l'autonomie territoriale ou d'autres formes de partage de pouvoir, même si strictement parlant, en droit international, le droit international ne l'impose pas. Mesdames, Messieurs, permettez que je termine en revenant au point de départ. Lorsque j'ai mentionné le lien dans la première partie, dans la première reconnaissance internationale entre droits humains et justice et paix pour le monde dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est aujourd'hui un autre anniversaire, en plus de celui de la fête des mères. Il y a précisément un an aujourd'hui, le 21 mars 2018, les Nations Unies et la Banque mondiale se sont réunis à Bruxelles pour présenter une étude conjointe inédite avec leur rapport phare intitulé « Voix pour la paix, approche inclusive pour la prévention de conflits violents » ou plutôt en anglais « Pathways for Peace », comme vous pouvez voir ici. Il y est entre autres reconnu que parmi les principaux facteurs d'instabilité se trouvent les contextes où des communautés se sentent exclues injustement et que la voie de la prévention exige entre autres qu'on adresse les revendications, les griefs exprimés au sein de ces communautés qui sont souvent les moteurs de tension qui peuvent mener à la violence. Puisqu'il ne peut y avoir de prospérité sans stabilité, il faut donc chercher l'équilibre le plus susceptible de mener à la paix et à la justice. Pour être clair, lorsqu'une communauté minoritaire perçoit qu'elle n'est pas représentée, qu'elle n'a pas accès de manière juste et équitable aux services publics ou une présence à sa juste valeur au sein de l'État, lorsqu'elle n'est pas valorisée, il risque d'y avoir la perception d'une injustice discriminatoire ou même d'exclusion dans des domaines clés comme les services publics, l'accès à l'emploi dans la fonction publique ou l'utilisation même de la langue dans le domaine de l'enseignement. Ainsi, si une proportion importante de la population subit des désavantages et ne se sent pas membre à part entière de la nation, quoi que disent les textes officiels d'un pays, cela peut mener à tension, frustration, instabilité et enfin même conflit. Et nous en sommes pleinement conscients au niveau mondial. Il y a quelques semaines, il y a un autre anniversaire, on célébrait la Journée internationale de la langue maternelle qui a été décrétée par l'UNESCO et l'Assemblée générale de l'ONU. C'est très bien avoir une journée qui célèbre toutes les langues maternelles et célèbre la beauté et la richesse de l'arc-en-ciel que constitue la diversité linguistique, la mosaïque linguistique humaine. Mais cette journée de la langue maternelle, mise de l'avant en fait par le gouvernement du Bangladesh,
est aussi un rappel du drame qui mena à un conflit. Un conflit avec des dizaines de milliers de victimes lorsqu'avant l'indépendance de ce pays, les politiques du gouvernement du Pakistan avaient pour effet d'exclure de manière disproportionnée et discriminatoire des millions de locuteurs de la langue bengale qui étaient alors citoyens du Pakistan. Une minorité exclue, victime de discrimination, lorsque ça s'applique à des millions de personnes, il y a un risque. Et c'est un peu ça, c'était la question des préférences linguistiques de l'État qui avait, au niveau linguistique, qui avait mené à des griefs, à des doléances, des frustrations qui ont perduré pendant des décennies et éventuellement ont mené à une violence. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile, mais paix et stabilité exigent aussi justice, équilibre, une gestion de la diversité pour que, autant que possible, toutes les composantes d'un pays y trouvent leur place sans exclusion ou discrimination. Au Royaume-Uni, en Irlande du Nord par exemple, pour mettre fin au conflit entre la majorité protestante et la minorité catholique, il a fallu arriver à un partage des pouvoirs politiques et d'autres garanties afin de protéger la minorité et vraiment lui permettre d'avoir sa place pour que le violent conflit qui a déchiré cette partie du pays pendant bien des décennies puisse à toute fin pratique prendre fin. Quoique, si je peux me permettre un petit commentaire pas très diplomatique, malheureusement le Brexit en ce moment, je crois, met en péril l'équilibre en Irlande du Nord. L'équilibre entre la communauté catholique et la communauté protestante. Plusieurs prédisaient, par exemple, que aussi la Belgique allait éclater avant la fin du siècle. Je pense que certains d'entre vous vous rappelez de cette période. Elle ne l'a pas fait. La Belgique existe toujours. Elle existe toujours parce que malgré les tensions entre la communauté flamande et wallonne, francophone et néerlandophone, on a trouvé un équilibre pour que chaque communauté ait sa place, une place équilibrée qui reflète plus ou moins la réalité dans une très large mesure. Ça n'a pas été facile, mais l'équilibre reflète ainsi le principe, à mon avis, de la proportionnalité dans le domaine linguistique qui est à la base du droit humain de non-discrimination. Aucune situation n'est parfaite. Même le Canada, on l'a entendu, n'est pas parfait. Mais en Belgique et dans les autres exemples que j'ai donnés, on a tout de même maintenu paix et stabilité et maintenu l'unité de ces pays en écartant les sentiments d'injustice ou d'exclusion qui auraient pu perpétuer un climat de colère et d'aliénation qui mène bien trop souvent aux tensions et conflits. Prenez cet exemple. Voici ce qui se passe en ce moment au Cameroun. L'an dernier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné les violences qui sévissent dans les régions de la minorité anglophone au Cameroun, y compris, et là maintenant je crois qu'il y a à peu près 1000 personnes qui sont mortes, qui sont décédées en raison des violences qui durent dans ce pays, avec une minorité anglophone de 20% de la population, et des doléances autour de la question linguistique, en fait, de l'utilisation de la langue anglaise, ou plutôt de la non-utilisation de la langue anglaise en certains domaines, comme celui du droit, du judiciaire et de l'enseignement. Je le signale parce que les principales revendications, il y a quelques années, de cette minorité, tournaient autour de la question des droits linguistiques, et surtout, comme je l'ai dit, dans le domaine de l'enseignement, mais aussi de l'emploi dans la fonction publique et autres. Sans commenter sur le bien fondé de ces revendications, les membres de la minorité soutiennent qu'ils sont victimes de pratiques et préférences discriminatoires, que dans certains domaines, ils sont presque exclus, et que c'est un signe qu'il va falloir que je termine bientôt ma présentation. Parce que là, je ne peux pas voir mon texte, Comme avertissait le rapport de l'ONU et la Banque mondiale sur la prévention des conflits, les
principaux facteurs d'instabilité se trouvent souvent dans des contextes où des minorités, des communautés se sont exclues, injustement. Donc, la voie de la prévention se trouve surtout lorsqu'on traite directement de ces revendications, quand on cherche à répondre aux griefs qui sont souvent à la base des moteurs de tension. La coexistence paisible et respectueuse, le respect de la reconnaissance de l'autre, c'est aussi une question d'équilibre. Équilibre qu'il n'est pas toujours facile ou évident quant à la meilleure façon de l'atteindre, mais je crois que nous pouvons tout de même être guidés par les droits humains qui peuvent montrer, de façon générale, la voie à suivre afin de tenter de prévenir le glissement vers un conflit. Car en fin de compte, ces droits offrent, à mon avis, je crois que l'expérience le démontre, peuvent offrir un compromis fondé sur le respect de la diversité humaine et entre les besoins et préférences de la collectivité que constituent l'État et ses composantes, majorité et minorité, et les besoins et préférences des individus, dans le cadre du respect de ce que nous sommes comme membres de la grande famille humaine et de la beauté de sa merveilleuse diversité. Mesdames, Messieurs, merci. Shukran. Thank you.